lancer ce petit débat formation sur la question de Chateaubriand. Au-delà du fait que ce soit les 80 ans de Chateaubriand, je pense que c'est important d'avoir cet échange, que ce soit avec les jeunes et les moins jeunes, autour de cette question-là. Notamment parce que je pense personnellement que cette question-là de la résistance et de Chateaubriand, ça a été quelque chose de constitutif dans le mouvement communiste, que ce soit en France ou ailleurs. Et je pense que c'est important parce que de connaître son histoire, sinon on est un peu condamné à la revivre. Ça, on va laisser la parole à Pierre, ça serait mieux. Voilà. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'y a pas plus de génération spontanée en histoire qu'il y en a dans le domaine de la biologie. Et Chateaubriand, je vais commencer par vous parler de 1920 et même 1917, la révolution bolchevique. La révolution bolchevique, elle a été un tournant extraordinaire parce que pour la première fois, s'est créé un État qui n'était pas bâti sur le fonctionnement du capitalisme comme c'était le cas partout ailleurs. Bien entendu, les puissances d'argent ont pensé les liquider rapidement en fonction d'une part des difficultés que la Russie avait connues et connaissait encore avec la guerre contre la Prusse, parce que l'intervention a été menée et de l'extérieur et de l'intérieur, c'est-à-dire qu'en 1918, il y a des troupes françaises qui ont continué à rester sur le théâtre des opérations en Turquie et en Roumanie, qu'il y a eu des interventions de corps allemands, des corps francs qui sont passés sur le territoire russe, et des interventions dans l'Extrême-Orient. Enfin bon, il était évident qu'on allait les écraser avant peu de temps, ces gens qui prétendaient se passer du capital. En fait, ça n'a pas marché comme ça. La guerre a été longue, elle a été aggravée par des circonstances, la famine, etc. Et puis le fait que dans des périodes comme celle-là, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, alors on a cassé pas mal d'œufs aussi. Mais, donc, existe un État, Union soviétique, réunion des républiques socialistes soviétiques, et qui a l'impression de tenir le coup, et qui entraîne, dans les années qui suivent, mais très vite, la création de partis communistes dans de nombreux pays. En France, ça se passe en 1920. En Allemagne, il y a eu un soulèvement, un essai de révolution à la bolchevique, le mouvement spartakiste, mais là, la bourgeoisie a été capable de réduire ça dans le sang. Ça s'est donc liquidé assez rapidement. Puis, les mêmes problèmes se posant aussi dans d'autres pays, évidemment, l'Italie, l'Allemagne, vont voir arriver des mouvements qui vont aller dans le sens de ce que souhaitait la bourgeoisie, c'est-à-dire prendre la place et dominer par la force. C'est Mussolini et c'est Hitler. Mussolini, il réussit un petit peu plus vite, c'est un ancien socialiste qui a changé sa veste d'épaule, qui a réussi à réunir autour de lui tous les déçus en Italie des suites de la guerre, et il y en avait, parce qu'on leur avait promis pas mal de choses et qui ont pas été respectées. Donc il a regroupé un certain nombre de ces tartampions, les arditi, c'est-à-dire c'était un corps d'élite, et il a commencé à faire mousser la chose, si bien qu'il a fondé un parti en 1919, au début, qu'il a appelé les faisceaux italiens de combat. Et puis ces faisceaux italiens de combat, ils ont commencé à faire des petits. La bourgeoisie sentait qu'elle avait affaire à l'homme fort dont elle avait besoin. Son comportement aurait pu être vraisemblablement stoppé s'il y avait eu une détermination politique. La détermination politique, elle était surtout de calmer les revendications ouvrières. Donc Mussolini crée, après ses faisceaux italiens, le fascisme. Et c'est en 1921 que c'est créé. En Allemagne,
il y a, comment dire, surfant sur les mêmes problèmes, aggravé du fait que l'Allemagne, au traité de Versailles, a été complètement pressurée, d'une façon absolument inique, il faut bien le dire. Il a trouvé suffisamment de gens, d'oreilles pour l'écouter, qu'il est devenu assez rapidement le chef d'un parti qui, au début, ça nous rappelle des choses chez nous plus récentes, hein, et qui ne représentait pas grand-chose et qui a gonflé comme une bulle de chewing-gum, là. Si bien qu'aux élections de 1933, il réussit à devenir la deuxième force politique élue, enfin, les élections, il a la place de deuxième force politique, et le maréchal Hindenburg le sollicite pour être premier chancelier. Donc, en 1933, l'Allemagne a un chancelier qui a déjà publié son programme sous la forme du célèbre Mein Kampf et qui vise, ça vous rappellera peut-être quelque chose, l'ennemi étant forcément ailleurs, autre. Ça entraîne une vague d'enthousiasme dans les milieux financiers et industriels, en Allemagne évidemment, en France, en Espagne, dans les pays, en Angleterre, aux États-Unis. Tout le monde regarde ça avec beaucoup de sympathie. On a des hommes forts, enfin, puis ils sont les lendemains qui vont chanter. Si bien que ça a pu entraîner dans les années qui ont suivi la formule qui n'a sans doute jamais été prononcée, plutôt Hitler que le Front populaire, mais qui traduit parfaitement bien ce que pensaient les élites financières et économiques françaises dans les années 1935. Ça s'est aggravé avec le Front populaire, parce que le Parti communiste français, il a fait des petits lui aussi, et il a eu des résultats électoraux intéressants, étant donné que la situation économique, elle était celle, à peu de choses près, un pays ruiné par la guerre, ou presque, avec une partie de sa population qui avait été dans les cercueils, et par conséquent, des mouvements qui, plus ou moins importants, plus ou moins virulents, mais qui fichaient la trouille à tout notre monde politique et leurs représentants, ceux qui le représentaient. En 1936, la déferlante, la gauche gagne des élections, et sous la poussée populaire, le gouvernement de Blum va prendre un certain nombre de décisions qui vont rendre évidemment furieux tous les De Vandel, les Schneider et compagnie, parce que tout d'un coup, voilà qu'on va reconnaître aux ouvriers le droit d'avoir du temps à eux. C'est les congés payés. Pour la première fois, on allait payer des gens à ne rien faire, si j'ose dire. Et ça, c'était énorme au point de vue fondamental, parce que ça pouvait que être ouvrier, ça ne voulait pas dire être attaché à une usine, à une entreprise, à n'importe quoi. Et bien entendu, la force de la rue a été suffisante pour que ce programme se mette en partie en place. Mais le contexte européen amène le gouvernement Blum à décréter la pause. On était allé assez loin, il ne fallait pas être trop gourmand, il fallait savoir attendre. Enfin bon, c'était bien ce qu'on avait fait, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Mais à ce moment-là, Hitler est devenu une puissance envahissante. Dans son programme, il y avait l'énoncé de l'espace vital. L'Allemagne devait avoir un espace vital et habilement, dans sa propagande, il faisait insister sur le fait que les responsables, c'était les plutocrates. Ne pas croire que les plutocrates, c'était les capitalistes. Les plutocrates, c'était les juifs qui s'enrichissaient sur le dos de tout le monde. Et par conséquent, ce qu'il avait donné et qu'il avait exposé déjà sur ce qu'étaient les races supérieures. Bon, il n'y en avait qu'une, évidemment. C'était la race aryenne. Blond, grand, yeux bleus, enfin comme Hitler, quoi, les cheveux bruns, et
avec une police politique particulièrement efficace, eh bien, il va prendre de l'espace, il va envahir le nord de la Tchécoslovaquie, la Bohème, les Sudètes pour être plus précis, puisqu'il y avait une quantité de germanophones qui habitaient cette région-là. Et à ce moment-là, les pays, j'allais dire occidentaux, mais à cette époque-là, ça correspondait surtout l'Angleterre et la France, commencent à prendre peur. D'une part, l'Union soviétique ne s'est pas écroulée, d'autre part, ce Hitler, il a dans l'ongle, donc il faut faire quelque chose. Alors, on va rencontrer Hitler, en même temps qu'il y a des pourparlers avec l'Union soviétique, qui souhaiterait bien se garantir aussi elle de la catastrophe et qui souhaiterait des échanges et des accords militaires, également à propos du matériel. Alors, on va donc rencontrer M. Hitler et M. Mussolini, avec les représentants français étant Daladier et Chamberlain. Et l'accord va se faire, bon, ben, Hitler, il gardera la Bohème, les Sudètes, et on a sauvé la paix. Si bien que Chamberlain, arrivant en Angleterre, se fait apostropher par Churchill, homme de droite s'il en est, qui dit à Chamberlain, vous avez choisi le déshonneur pour ne pas avoir la guerre, vous aurez la guerre et vous aurez le déshonneur. Comme quoi, à droite, on peut aussi avoir des analyses intelligentes. Conclusion, l'Union soviétique, ne voyant pas déboucher d'entente possible avec le gouvernement français et le gouvernement anglais, qui repousse toujours, oui, mais c'est pas le moment, on va voir, enfin, etc., etc., on arrive au pacte germano-soviétique qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais à ce moment-là, ça a été plus que de l'encre. Parce que ça a semé la pagaille, une pagaille noire. Dans la plupart des membres de la classe ouvrière, on ne comprenait pas comment. Un pays qui est le pays des ouvriers va s'accorder avec quelqu'un dont on sait très bien ce qu'il est, et il y a déjà des gens qui savent ce que c'est que les camps de concentration, dont je vous rappelle que les premiers datent de 1933 à Oranienburg, et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve d'abord des cocos, et puis ensuite des juifs, des socialistes, des syndicalistes, etc., etc. Mais les communistes allemands ont été les premiers à être aînés. Du coup, la bourgeoisie française voit l'occasion unique de se débarrasser de cette épine qu'elle a dans le pied avec le Parti communiste. Alors, il y a c'était pas nouveau, il y avait déjà eu depuis 1920 des entraves le plus souvent possible, annuler des réunions, les déplacer, arrêter les gens, faire des contrôles d'identité, enfin, tout ce que vous voulez. Maintenant là, on a décidé que puisque les communistes, la majorité des communistes, refusaient de condamner le pacte germano-soviétique, ils étaient donc des traîtres à la patrie, c'était des agents de l'étranger, et on allait commencer par leur supprimer leur presse. Alors c'est évidemment ce soir qui font les frais, mais aussi toutes les associations où les communistes étaient plus ou moins impliqués, c'était des clubs sportifs, c'était des associations culturelles, c'était des sociétés d'entraide, tout ça interdit, terminé. Naturellement, ça prend les communistes au cou, et très vite se met en place une organisation clandestine, mais pour avoir une organisation clandestine, il faut que les gens se retrouvent. Il y a des faux frères, ils sont peut-être pas trop nombreux, très nombreux, mais ça existe, donc il faut être méfiant. Et puis la police est particulièrement axée sur ce travail-là. Alors, vous connaissez la suite des événements, la guerre est déclarée, c'est la drôle de guerre. Alors, drôle de guerre, à comprendre ce que ça veut dire. Une guerre qu'on ne comprend pas. Chacun est sur ses positions, personne ne bouge. L'armée française derrière la ligne Maginot, on les aura. Et puis les Allemands derrière la ligne Siegfried. Mais en fait, ça va finir par se déclencher.
Et à l'occasion, le préfet de l'époque, pas le préfet, pardon, le ministre de l'Intérieur de l'époque, un dénommé M. Serol, décide que tout ce qui aura un rapport avec tout ce qui pourrait être une propagande communiste, une explication communiste, c'est la prison avec le risque de la peine de mort. Donc, non seulement les communistes étaient clandestins, mais en plus, ils avaient intérêt à être clandestins, et il y avait la police était particulièrement chargée de les pourchasser. Le désastre arrive, c'est Pétain qui prend la revanche, je passe vite parce que ça vous connaissez déjà, et très vite, après, je dis après l'appel du général de Gaulle du 18 juin, parce qu'on n'avait pas tellement de temps de se retourner, puisque l'armistice a été signé le 8 juin, il y a des gens, un peu partout, sans se connaître, qui commencent à se lancer dans une opposition systématique à l'occupant. Alors, la France était partagée en deux, hein, c'est au courant, la ligne de démarcation, etc., etc. Alors ça se traduit par des trucs terribles, qui peuvent être parfois impressionnants, des sabotages, des coupures de lignes électriques, des distributions de tracts, et même des trucs gribouillés à la craie sur les murs. Mais tout ça, c'était des actes de l'anti-France, et donc il y avait intérêt à se cacher. Et puis petit à petit, ces gens ont fini par se retrouver, les uns les autres, avec beaucoup de précautions, à faire des petits groupes, mais la résistance n'existe pas, c'est des résistances. C'est des gens, alors suivant l'endroit où vous êtes, vous vous retrouvez avec quelqu'un avec qui vous seriez battu quelque temps auparavant, des anticléricaux avec des curés, des socialistes avec des communistes, ça arrivait aussi, et tout ça, chacun essayant avec ses propres moyens de faire quelque chose pour gêner l'occupation allemande. L'équipe que De Gaulle avait organisée autour de lui, essaie de se servir de ces noyaux de résistance pour obtenir des renseignements. Et à ce moment-là, on va tomber, je passe vite, excusez-moi, on va se retrouver devant deux conceptions de la résistance. Il y a la conception de Gaulle. De Gaulle, c'est un général, c'est un militaire, c'est quelqu'un pour qui la guerre, c'est une affaire de militaires, de spécialistes, pas question que les civils s'en mêlent. Donc, pour lui, la résistance française, c'est lui apporter les renseignements sur les concentrations de troupes, les déplacements de troupes, l'emplacement des aérodromes, etc., etc. Parce que pendant ce temps-là, la Luftwaffe, elle bombarde, elle pilonne l'Angleterre, elle l'écrase sous les bombes en disant qu'ils vont canner. Bon, ben, les Britos, ils n'ont pas canné. Et devant l'importance de ces regroupements, donc ça c'est l'opinion de Gaulle et de nombreux résistants. Et puis il y a l'opinion des communistes. Et l'opinion des communistes, qui n'est pas partagée par eux d'ailleurs, c'est le pays doit être libéré par nous, par nos forces, nous. Il faut chasser l'occupant et on va tout faire pour ça. Alors, je vous laisse penser, imaginer les difficultés que ça a pu présenter, parce que pour se battre, il faut des armes. Il faut pouvoir avoir des complicités, des gens qui vous nourrissent, qui vous donnent des papiers, enfin bon, si vous imaginez le tout, il n'y avait pas d'OSS 117 ou de Rambo pour tout casser et tout gagner. Devant cette montée de lutte multiforme, hein, je vais vous parler des graffitis sur les murs, des tracts, des trucs, mais ce qui se disait dans les queues pour aller faire les courses, les petits commerces, et les gens commencent à râler parce que l'essentiel de la production agricole et industrielle, ça filait pour aller alimenter l'armée allemande et les Allemands. Donc, tout ce bruit, ça amène le gouvernement de Vichy, qui a signé une collaboration honteuse, mais enfin bon, ça, à prendre le relais des Allemands. Le relais, c'est peut-être beaucoup dire, travailler en collaboration avec eux pour essayer de liquider ces gens qui ne reconnaissent pas les mérites de la Grande Allemagne et du
renouveau annoncé par Pétain. Et un des moyens qui a été utilisé de tout temps et par toutes les armées, par tous les gouvernements, enfin les gouvernements, oui, les puissances en difficulté, c'est les prises d'otages. Les prises d'otages, ça va devenir systématique. Et il y a des grands placards des Allemands, des grands placards du gouvernement de Vichy pour prévenir que si on s'en prend à des matériels de l'armée allemande, si on s'en prend à des personnes, eh bien voilà, on ramassera tant de personnes, tant de personnes, tant de personnes. Et voilà ce qui explique, entre autres, la récupération de 50 tartampions qu'on a fourrés dans un camp à Châteaubriand. Dans ces 50 personnes, il y a 26 communistes, ou 27. Parce que quand on parle des 27 de Châteaubriand, je vois bien qu'il y en a un qui n'était pas communiste, enfin bon, peu importe. Et comme les attentats continuent, alors, entre autres, il y avait, comment il s'appelait, un lieutenant-colonel qui s'était... je retrouve son nom quand même à cet amour, c'est peut-être pas utile. Non, peu importe, c'est un officier supérieur, à Nantes. Pan, il est zigouillé. Conclusion, on va sévir. Et dans les prisonniers du camp de Châteaubriand, c'est monsieur le ministre de l'Intérieur français lui-même, monsieur Pucheux, Pierre de son prénom, qui va choisir ceux qu'on va fusiller. Et comme par hasard, il ne se trompe pas, il prend les communistes. Et voilà l'explication de Châteaubriand. Alors, bien entendu, il n'y a pas que Châteaubriand. Bien entendu, on cite par exemple, alors 27 à Châteaubriand, 32 à Rennes, 28 à Signes, 41 dans les carrières du Grès, 27 de Chatou, à Souges, je ne sais plus combien ils ont été fusillés, le lendemain. Parce que là encore, on a zigouillé un officier supérieur allemand à Bordeaux. Voilà ce que disent cet extrait de l'essentiel de mes sources. Hein. Vous le trouverez ici, là, c'est une chronique sous la direction d'Alain Guérin, ça s'appelle La Résistance, c'est 5 gros volumes, mais qui ne manquent pas d'intérêt, croyez-moi. Alors, c'est habile parce que ça mêle à la fois à une recherche des prétentions historiques, mais aussi des prétentions de rendre un petit plus vivant la chose. Et justement, je voulais dire là ce que je viens de vous raconter, c'est de l'histoire, c'est à pas de chair autour. Mais quand on lit des témoignages, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Alors, voilà, de ce que disent 2 auteurs d'une histoire de la résistance en France, c'est cependant, et ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, Chateaubriand, c'est un symbole. C'est pas les seuls, hein, je viens d'en donner d'autres, mais c'est un symbole. C'est cependant le nom de Chateaubriand qui demeure, plus que tout autre, gravé dans les mémoires. C'est lui qui, désormais, évoquera de façon exemplaire tous les massacres d'otages. Lui aussi qui provoquera dans une opinion encore amorphe, anesthésiée, un choc, un réveil dont nul ne peut contester l'importance historique. Parce que nous, n'oublions pas qu'en 1941, la majorité de la France, elle est pour Pétain, il ne faut pas se faire d'illusions. Pas forcément contre les Boches, hein, mais contre Pétain. Pour Pétain, je veux dire, parce que Pétain, il a arrêté la guerre, parce qu'il a promis bons et merveilles, parce qu'il a été un général vainqueur pendant la guerre de 14-18. Alors finalement, on lui fait confiance, on se dit, ouais, mais vous savez, il les tient, il les manipule, ça va s'arranger. Mais quand on commence à voir des choses comme ça, les esprits commencent à réfléchir un petit peu. Si vous me permettez une comparaison beaucoup plus récente, au moment de la guerre d'Algérie, les gens la population n'a pas réagi devant le nombre de morts des Algériens, mais devant le nombre de morts, les cercueils qui rentraient en France. Là, on était touchés au vif. Il y a un antifasciste italien qui a d'ailleurs été assassiné après, avec la complicité du gouvernement de Pétain,
Dans son journal, il dit « La chose la plus terrible est que la liste des fusillés fut établie par les Français et que c'est un officier français qui fait l'appel. On croit rêver. » Il était antifasciste aussi. Alors, Fernand Grenier, qui était le représentant du Parti communiste plus tard, quand il y a eu le moment du Conseil national de la résistance, enfin un peu avant, il a représenté le Parti communiste auprès du général de Gaulle dans l'équipe qui était autour de lui. J'en profite pour vous dire que parmi ces gens-là, il y avait des communistes, des socialistes, des syndicalistes CGT, des syndicalistes, alors à l'époque CFDT, pas CFDT, pardon, CFTC, et puis quelques personnalités. C'est tout. Tout le reste de la population française institutionnelle avait été complètement plongé dans la coopération. Eh bien, Fernand Grenier dit, à propos de l'assassinat de ces 27 personnes, très logiquement, c'est Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur, nommé par Pétain, continue à se conduire en grand commis de la haute finance, et très logiquement, c'est une majorité de communistes, et plus spécialement de dirigeants politiques et syndicaux connus, pour leur popularité, dont il saisit l'occasion de se débarrasser. Parce qu'il sait combien d'années de lutte quotidienne sont nécessaires pour former des dirigeants de fédérations syndicales ouvrières, comme, alors parmi les gens qui étaient fusillés, la Michel, Timbaud, Paul-Marc, Granet, Vercruise, etc. Inscrire ceux-là en première place des hommes à fusiller, c'était amputer la classe ouvrière des dirigeants d'élite qui lui manqueront après la guerre. Et les fusils des SS vont rendre service à la grande bourgeoisie française en rayant du monde des vivants les meilleurs de ceux qui les combattaient. Voilà. Et je vais donner lire un petit témoignage, cette fois qui date du procès de Nuremberg, qui a eu lieu le 24 janvier 1946, enfin cette intervention, c'est un gendarme, et qui a l'occasion d'expliquer comment il a pu voir à Châteaubriand, à côté de Châteaubriand, 4 ou 5 camions allemands contenant des civils menottés qui chantaient des chants patriotiques, marseillaises, chants du départ. Un des camions était chargé de soldats allemands en armes. 2 heures plus tard, les camions revenaient bâchés et un fil de sang s'écoulant sur la chaussée. Les corps des fusillés ont été disposés dans un souterrain du château en attendant les cercueils. Alors, c'est déjà une autre façon de voir l'histoire. C'est des témoignages, ça le rend vivant. Et à ce propos, je voudrais citer, c'est pas une citation, mais faire référence à un ouvrage de Montalbán. Vous avez peut-être connu Montalbán, l'écrivain espagnol catalan, et qui fait des romans polars, dont le détective privé Pepe de Carballo est un fin gourmet et en même temps un gars sorti de tout. Il disait dans un bouquin qu'il a intitulé « Moi, Franco », et qui est une pseudo-autobiographie de Franco, qu'il intercale de temps en temps des souvenirs de militants antifranquistes. Et il y a un truc qui m'avait frappé, moi, et c'est pour ça que je le cite là, parce que c'est Franco, tu auras ton nom dans un dictionnaire avec quelques lignes dessous. Mais nous qui avons été battus, fusillés, torturés, emprisonnés, personne ne nous connaît. Donc, là, ces témoignages, c'est quelque chose d'émouvant. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il faut garder ce souvenir, le mettre en évidence, en parler. Et je change maintenant un petit peu de domaine, parce que ces gens sont morts, non pas seulement parce qu'ils voulaient libérer la France, ils sont morts parce qu'ils voulaient un autre pays, ils voulaient une autre société, ils voulaient qu'on vive des jours heureux, comme le dira quelque temps plus tard le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est une chose que parmi les gens qui commémorent cet assassinat, il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. En particulier, alors je fais peut-être un procès d'intention,
Mais dans les institutions actuelles qui célèbrent les anniversaires des fusillades, des assassinats, il y a beaucoup de militaires, parce que les gens qui l'ont vécu, ben, ils sont bêtes, mais ils meurent en vieillissant. Et ils sont de moins en moins nombreux. Et l'idée de départ qui était celle-ci, nous résistons pour chasser les Allemands, pour changer la société, qui se trouve d'ailleurs très bien dans le programme du Conseil national de la résistance, parce qu'il comprend deux parties. Une partie qui est d'ordre, j'allais dire, enfin, politico-militaire, comment faire, comment s'organiser pour qu'on soit unis, pour qu'on soit efficace, et qu'on se coordonne avec les armées alliées. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir fichu les nazis dehors? Qu'est-ce qu'on va faire sur tous les domaines? Quelques-uns n'ont pas été abordés parce que manifestement il n'y avait pas tellement d'accord. Je pense à un domaine comme la laïcité par exemple, comme le colonialisme. On a fait peut-être 12 dans ce domaine-là. Mais quand même, le programme du Conseil national de la résistance, c'était une avancée fantastique. Et c'est elle dont il faut garder le souvenir. C'est elle qu'on défend en participant aux commémorations. Il y a quelque temps, il y a eu à Tours, enfin pas à Tours, à côté de Chinon, dans la forêt de Chinon, le camp du Ruchard, une manifestation commémorant la fusillade, les 5 premiers fusillés d'Indre-et-Loire. Tenez-vous bien, c'est des 5 communistes. Et là aussi, il y a les autorités constituées qui sont là. Il y a le sous-préfet de Chinon, il y a les élus, députés, sénatrices, puisque ça doit être le cas des maires, etc., etc. Tous ne pensent pas forcément à ce pourquoi s'étaient battus ces 5 jeunes gars-là qui avaient 20 ans. Et nous, il faut qu'on le sache, ça. Il faut qu'on le sache. Et donc, c'est important qu'on en parle, qu'on y soit, qu'on ne laisse pas dire n'importe quoi. Par exemple, dans les mensonges archi-connus, les partis communistes, les communistes ne sont entrés en résistance qu'après l'attaque, l'opération Barbarossa, 23 juin 1941. Faux. Faux, et il y a une chose nette, il ne faut pas en chercher 50. C'était en juin 1941 qu'Hitler attaque l'Union soviétique. En mai 1941, Charles Tillon fonde ce qui est les francs-tireurs et partisans français, organisation pour la lutte armée. Parce que jusque-là, la lutte armée, c'était des coups de main, hein, mais on disposait d'un pistolet qu'on avait piqué un jour dans un vestiaire quelconque, dans les bistrots où allaient les Allemands, les officiers, enfin, etc. Mais là, c'était du sérieux. Donc, ne pas laisser dire non plus cette chose-là. Et j'en profite, alors cette fois, pour vous dire quelque chose dont vous prenez ce que vous voulez. J'espère que ça vous fera turbiner un petit peu. La résistance, elle a été, grâce aux efforts des uns et des autres, un mouvement qui, sous la direction de Jean Moulin, s'est unifié. Et se sont retrouvés des gens qui étaient quelquefois des ennemis de 3 ans auparavant. Les résultats, c'est ce programme qui a été adopté à l'unanimité. Pas oublier ça. Parce qu'en 1946, il va y avoir des signataires du programme qui vont se dédire, qui vont essayer de le faire descendre. Ce qui a concerné la sécurité sociale, le travail d'Ambroise Croizat, ça a été quelque chose de fantastique, parce qu'il se heurtait à des quantités de difficultés, dont des difficultés politiques, dues à ces gens-là. Pensez que, enfin, ça ne vous dit rien, moi j'étais gamin, enfin encore gamin, Joseph Laniel, qui était un des signataires du programme commun, il a été un des plus acharnés à essayer de s'en prendre à toutes les lois qui ont permis au monde ouvrier de vivre mieux. Et bon, je le cite lui parce qu'il vient à l'idée, mais ça a été le cas de bien d'autres. Et si ça s'était fait, s'il y a eu une unanimité, un consensus, c'est parce qu'il y avait une force dont tout le monde avait peur finalement, c'était le Parti communiste. Le Parti communiste. On ne voulait pas de l'armée.
De Gaulle ne voulait pas parachuter des armes lourdes. Les gens du Vercors, ils sont morts parce qu'on leur a pas parti. Pas seulement parce que, mais aussi parce qu'ils n'ont pas reçu d'armement qui fasse le poids. Le Montmouchet, comme le Vercors, ça a été pas une boucherie, mais presque, parce que l'armement ne faisait pas le poids. Puis il faut dire aussi que dans un cas comme dans l'autre, les militaires qui étaient à la tête agissaient en fonction de ce qu'ils avaient appris à l'école de guerre, enfin bon, etc. Il y a un seul grand combat de la résistance qui s'est passé au Mont-Gargan, dans le Limousin. Dans le Limousin, entre, en gros, Limoges et Bellac. Et là, eh ben, c'était le maquis du Limousin, le maquis de Guingouin, encore un communiste. Guingouin, il a lancé des opérations où c'était de la guérilla réfléchie. On risque l'affrontement, mais on a prévu de se carapater vite fait dès que ça tourne mal. Conclusion, pour la bataille du Mont-Gargan, il y a eu des pertes importantes du côté allemand et des pertes minimes du côté maquisard. Alors qu'au Montmouchet ou au Vercors, il y a eu des grosses pertes du côté des maquisards, beaucoup plus que du côté des Allemands. Alors, donc, voilà, ce qui a été obtenu dans l'Union, ça veut dire qu'il faut le défendre, et nous y avons toute notre place, mais que notre place. Et ça, c'est pas évident. J'aime autant vous dire qu'actuellement, dans le Parti communiste, il y a des discussions, des désaccords. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des désaccords, mais pour certains, il faut absolument qu'on soit là avec nos drapeaux, etc., etc. Mais la résistance, ça n'était pas que nous, c'était nous aussi. Donc, ne pas nier notre importance, ne pas nier notre présence, montrer en quoi elle a été déterminante par-dessus le marché, parce qu'elle a été déterminante. Mais ne pas vouloir non plus marcher sur les autres qui ont eux aussi le droit de venir commémorer avec... mais non, c'est pas avec des drapeaux, là. C'est des drapeaux, mais c'est des drapeaux, comment dire, des drapeaux de commémoration, c'est l'amicale des anciens combattants et amis de la résistance, dont je fais partie. C'est pourquoi je vais me permettre d'y revenir très rapidement dans un instant, mais c'est aussi les déportés, c'est aussi les militaires, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vouloir insister à être trop visible, on finit par écarter des gens qui, par ailleurs, seraient peut-être disposés à travailler parfois avec nous. Je donne un exemple. À cette cérémonie de la stèle dont je vous parlais, le camp du Ruchard, eh bien, sur 2 années, il y a eu une élue de droite qui a dit « Ces jeunes hommes, jeunes communistes, ont été fusillés parce que, etc. etc. » Eh bien, si on est trop gourmand, si on veut prendre la place des autres, on n'a pas ça. Et ça paye. Ça, c'est énorme, ça. Bon, voilà. Alors, je reviens où je finis sur la nacre. La nacre, ça s'est constitué pour essayer de continuer à faire vivre les exigences émises dans le programme de la résistance. Parce que ce qui a été obtenu, d'abord tout n'avait pas été obtenu, et puis ce qui a été obtenu a été systématiquement battu en brèche. Hein, vous savez bien ce qu'il en est de l'indépendance de la presse, vous savez bien ce qu'il en est des nationalisations, du développement industriel, de ce qu'est l'enseignement, bon, etc., etc. Et la nacre, c'est ça. Or, la nacre, c'est pas seulement un tas de vieux Pékins, bon, il y a surtout des vieux Pékins. J'ai donné l'exemple de l'Indre-et-Loire. La nacre s'habille sur un bonhomme. Il a 95 ans. Il a été maquisard, il avait 14 ans. Il s'est battu d'abord pour les distributions de tracts, les communications d'un groupe à un autre. Et puis après, il a eu un fusil. Et puis il a participé à la reddition de la poche de Royan, où il a été blessé. Donc, il sait de quoi il parle, lui. On va dire, oui, mais c'est légitime qu'il y soit. Nous, on va dire, oui, mais on n'y était pas.
Moi j'avais 5 ans. Et puis... non. Mais ça fait rien, il faut y être, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et puis, justement, de temps en temps, ça permet à l'extérieur de... etc. etc. Bon, excusez-moi, j'ai dépensé un quart d'heure. Il m'avait été octroyé. Oui, oui, c'est pas bien grave. Personne ne s'est endormi après. Non, c'est ça, c'est...